Bonjour Jacques Maire, je suis très heureux de vous recevoir ici. Vous êtes un homme politique français, mais vous avez un CV long comme le bras. Vous êtes également syndicaliste, diplomate, et actuellement vous êtes député La République En Marche. Vous avez exercé des mandats locaux en Bretagne, mais vous avez été élu en 2017 dans ce qu'on appelle la 8e circonscription des Hauts-de-Seine. Alors géographiquement, c'est Vaucresson et tout le... Pour ceux qui connaissent Paris et Versailles, c'est-à-dire beaucoup Oui. de gens, c'est l'axe entre Paris et Versailles, ce qu'on appelle la fameuse route des Gardes, qui est un paysage résidentiel, voilà, de coteaux, de villes qui sont toutes dans un environnement de banlieue proche du sud-ouest parisien. Voilà. Alors on va revenir sur la circonscription et sur les questions politiques locales et nationales à propos des élections de l'année prochaine. Mais c'est pour ça que je me suis permis de vous demander de venir, de vous inviter. Vous êtes l'initiateur du comité interparlementaire G5 Sahel. Et à Télésud, nous nous intéressons beaucoup à tout ce qui se passe en Afrique en général et au Sahel en particulier, surtout en ce moment. Quel est le rapport entre vous et le G5 Sahel ? Écoutez, d'abord, moi je suis une personne engagée et amoureuse de l'Afrique depuis très longtemps. J'ai dans ma famille une petite sœur de Foucault, par exemple, qui a passé 40 ans dans le nord Niger, à la lisière entre l'Aïr et le Ténéré. J'ai eu l'occasion, effectivement, vous l'avez dit, dans des passés diplomatiques, d'être assez présent. Et il se trouve que la dernière fonction que j'ai occupée, finalement, juste avant les élections de juin 2017, c'était ambassadeur représentant spécial pour la reconstruction et le développement des pays en crise. Et notamment, c'était en fait le précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui ambassadeur Sahel. Et quand j'ai été dans cette fonction, avant d'être élu député, j'ai vu une implication majeure des pouvoirs publics, à la fois français, sahéliens, européens, pour faire un partenariat avec une zone, le Sahel, qui a toujours été une zone très loin des écrans radars dans les grandes organisations internationales. Et là, cette espèce de montée de la crise au Sahel a donné une forte visibilité au Sahel, et même une espèce d'attractivité pour les partenaires internationaux et les bailleurs de fonds. Donc je me suis dit, il y a une vraie dynamique. Et quand je suis arrivé comme parlementaire, je me suis rendu compte que les parlements du pays du Sahel étaient complètement en dehors de ces partenariats. Et qu'en fait, ce qui existait comme partenariat entre ministères régaliens, entre chefs d'État, laissait complètement de côté les parlements sahéliens qui, bien sûr, ont tous leurs forces et leurs faiblesses, mais au Sahel ont un avantage important, c'est qu'ils ont un pouvoir constitutionnel qui est fort, celui d'un parlement, qu'ils représentent la diversité géographique et ethnique de tous ces pays, et que si donc les partenariats, si les parlements n'étaient pas associés à ces partenariats, ça veut dire concrètement que ces partenariats passeraient au-dessus de la tête des citoyens. Et alors vous êtes aussi président du groupe d'amitié France-Niger à l'Assemblée nationale, j'ai oublié de l'ajouter. Voilà. Et quel est le rôle de ce G5 Sahel ? Comment est-ce que ça fonctionne Alors le comité interparlementaire G5 Sahel, on met ensemble les collègues parlementaires des pays du Sahel et on fait en sorte de créer ensemble la masse critique, je dirais, de poids politique pour faire venir, faire témoigner, interroger et quelque part contrôler les acteurs de ces partenariats, c'est-à-dire les partenaires civils de développement, les banques de développement, les ONG de développement, mais aussi les acteurs de sécurité. Donc ça, c'était le projet. Et on a lancé ça, vous savez, quand on est parlementaire sahélien, quand on est sur un sujet régalien, comme par exemple la défense, c'est difficile, dans le contexte local, d'aller interpeller son ministre de la Défense pour dire « Est-ce que tu as bien fait ton travail de sécurisation du pays ?» Pourtant, si jamais ça n'a pas lieu, ces parlementaires-là sont quand même dans le débat public, manquent d'informations et sont totalement désarmés pour prendre des positions. Ils ne savent pas, en fait, globalement, ce qui se passe et ce qui devrait se passer. Et la population, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit que plus il y a d'uniformes internationaux, moins il y a de sécurité, quelque part. Et c'est un petit peu la chronique qu'on a vue. Donc là, on a décidé de se mobiliser. Il y a eu un premier sommet, ça a été lancé dans un sommet en 2018, que l'Assemblée nationale a organisé sous mon cheville ouvrière, avec les présidents des parlements sahéliens, avec l'ensemble des chefs d'état-major des Nations Unies, de Barkhane, du G5, de la force conjointe G5 Sahel, avec les patrons des organisations de développement, Union européenne, Banque mondiale. Et depuis, a été créé, maintenant c'est l'affaire des Sahéliens à 100%, ce comité interparlementaire auquel nous participons. Et l'idée, elle est simple, c'est l'idée du contrôle.
Je prends juste une petite exemple pour Oui, c'est mieux avec des voilà, exemples. C'est mieux. contrôler. Nous, Européens, nous avons nos budgets, donc nos impôts payent des actions de coopération dans ces pays. Nous pouvons contrôler le bailleur, c'est-à-dire l'Agence française de développement, par exemple, ou l'équivalent. Mais nous pouvons difficilement contrôler ce qui se passe sur le terrain. Ce n'est pas notre territoire. Les partenaires sahéliens, les parlementaires sahéliens, ont toute la légitimité pour contrôler la façon dont l'argent est utilisé par leur gouvernement, l'argent qui vient des bailleurs, mais n'ont pas la possibilité de contrôler les bailleurs eux-mêmes. Si nous travaillons ensemble, comme nous commençons à le faire, nous pouvons voir beaucoup plus directement, avec une approche conjointe, et en responsabilisant finalement ceux qui sont le plus impactés par cette coopération, c'est-à-dire les citoyens des pays du Sahel, eh bien, nous pouvons coordonner nos forces ensemble, parlementaires du pays du Nord, pays contributeurs, et parlementaires du pays bénéficiaire, pour vraiment regarder concrètement ce qui se passe sur le terrain avec l'argent qui est envoyé d'Europe. Et les parlementaires de ces pays sont intéressés par cette démarche? Ou est-ce que c'est à vous de les convaincre de l'intérêt de la chose? C'était question intéressante. On est toujours inquiet quand on lance une initiative. Oui. Et la question de l'appropriation en Afrique est toujours une question importante. Délicate. Voilà, délicate. Ouais. Et moi, je parle cash. Et il y a bien plein de fois où on essaye de faire survivre des initiatives et on sent qu'en face, il n'y a pas le répondant. Donc là, après le sommet de 2018, ça fait maintenant 3 ans, nous avons dit, la balle est dans votre camp. Et les présidents des parlements sahéliens ont décidé de le créer sur le plan statutaire, de le financer, d'organiser. Et maintenant, c'est une institution, bien sûr, elle est fragile, qui existe, qui fonctionne, qui a, je dirais, des séances plénières, plusieurs fois par an, des commissions de travail, et avec lesquelles nous participons, je dirais, 2 ou 3 fois par an, à des vrais travaux sur le terrain, quoi. Voilà. Et si j'ai un espoir, c'est que après ce travail, je dirais, d'audition, de travail, alors, qui viennent nous parler les opérateurs de sécurité. Par exemple, évidemment, le premier, c'est la force conjointe G5 Sahel et les pays du Sahel, mais viennent nous parler aussi les bailleurs de fonds internationaux. Et moi, j'aspire à ce qu'on transforme l'essai dans les mois qui viennent avec les premières missions conjointes de contrôle, je dirais, des opérations de développement, missions de contrôle conjointe associant un député, par exemple, burkinabé, un député nigérien, un député français, un député européen sur le terrain. C'est ça le projet maintenant. Alors vous partez la semaine prochaine pour le Niger. Racontez-nous comment les choses vont se passer. Qu'allez-vous faire et quels sont les sujets que vous abordez? Vous partez seul, avec une délégation? Comment ça se passe? Alors, on est une petite délégation. Il ne vous a peut-être pas échappé que nous approchons bientôt des échéances électorales. Donc, évidemment, on a un petit peu moins de temps. Nous allons au Niger dans un cadre précis, qui est le groupe d'amitié parlementaire, qui existe depuis très très longtemps, qui est très actif et qui est là justement pour lever les malentendus, affirmer, je dirais, des positions communes, mais aussi créer du lien. Fondamentalement, c'est créer du lien et de la compréhension entre les deux pays. Là, il y a eu des élections au printemps dernier au Niger, donc c'est une nouvelle équipe à la tête de laquelle, au niveau du groupe d'amitié, il y a son président Kala Ankwaro, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères nigérien, qui est un personnage qui joue un rôle très important au sein du groupe parlementaire de la majorité. Et il nous a proposé, avant nos élections à nous, de reconnecter ensemble pour aller sur le terrain. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est assez simple. D'abord, effectivement, rencontrer nos amis parlementaires. Deuxièmement, après ce qui s'est passé, comme vous le savez probablement, je parle aux téléspectateurs, il y a eu quand même des événements conflictuels avec des critiques françaises, etc. Nous sommes là pour écouter, nous sommes là pour comprendre les contextes et nous sommes là aussi pour donner notre point de vue de parlementaire. Donc nous, en tant que parlementaires, nous représentons la majorité de l'opposition, hein, nous ne sommes pas un parti, nous sommes très diversifiés. Donc en tant que parlementaires, on écoute ce qui se passe et on vient quelque part témoigner de ce que nous attendons, nous, de nos partenariats avec le Niger en l'occurrence. Et donc nous allons probablement rencontrer les différents groupes politiques qui nous diront ce qu'ils ont à nous dire. Et puis un élément, de mon point de vue, important aussi, c'est que nous n'avons rien à cacher. Et nous, Français, par exemple, nous contrôlons notre armée. Et là, nous allons proposer aux parlementaires les plus concernés par les sujets de défense et de sécurité du Niger de venir avec nous pour aller visiter l'implantation de Barkhane, l'armée française, pour bien être avec eux, capables
je dirais, de se rendre compte de ce qu'est Barkhane aujourd'hui, de ce que sont ses moyens et ses limites. Alors justement, vous avez prononcé le mot de Barkhane. Là, on est au cœur du problème. Est-ce qu'il est de l'intérêt de la France de rester? Est-ce qu'il est de l'intérêt de la France de partir? Parce qu'il y a quand même une évolution du sentiment, me semble-t-il, populaire en Afrique vis-à-vis de la présence française. Les récents incidents qui ont entouré le déplacement d'une colonne de l'armée française dans cette région en témoignent. Il y a quand même un sous-tendu d'hostilité qui se manifeste de plus en plus. Oui, bien sûr. Alors, juste peut-être pour compléter le point précédent, on ne va pas traiter que les questions de sécurité, parce que ce qui est au cœur des préoccupations de chacun au Niger comme dans tout le Sahel, c'est le développement. Donc on va aussi aller examiner la façon dont nos financements sont utilisés dans le développement, et nous allons aussi aller à Maradi, qui est la capitale économique en fait, du Niger, et visiter les autorités locales, les organisations de la société civile aussi, et puis participer à la fête nationale et rendre hommage aux Nigériens à l'occasion de cette fête nationale du 18 décembre. Sur votre question concernant l'état de l'opinion, je pense qu'il y a deux choses qui sont vraiment totalement différentes. Et soyons pas naïfs. Il y a d'un côté des forces organisées dans les réseaux sociaux, bien sûr, des forces qui sont hostiles à la présidence française et qui ont un projet, je dirais, de perturber la relation. De perturber la relation, de l'animer et peut-être de préparer des alternatives en termes de partenariat avec d'autres forces. Voilà. Et là, on a pu vivre différents moments. À certains moments, ça a été plutôt des forces islamistes qui sont poussées par des régimes, par exemple, proche-orientaux, que ce soit turcs ou du Golfe, et qui ont voulu effectivement mettre à mal l'enseignement public, laïque, qui est un héritage quelque part d'un partenariat commun. Et en ce moment, c'est plutôt, je dirais, une pression russe qui peut s'exercer. À chaque fois, on a souvent un peu les mêmes acteurs qui sont sur un registre, d'émancipation anti-impérialiste. Voilà. Et ils font feu de tout bois. Il y a de la provocation et autres. Et puis il y a autre chose qui est beaucoup plus fondamentale et beaucoup plus important pour nous. C'est que les Nigériens, comme dans tout le Sahel, voient une situation dans laquelle, année après année, on n'arrive pas, malgré l'investissement qui est fait par l'ensemble de nos partenariats, n'arrive pas à avoir une amélioration de la situation. Et là, effectivement, les responsabilités, il faut les regarder de très près. Pourquoi est-ce que, finalement, la présence de Barkhane, de la MINUSMA au Mali, ne résout pas les problèmes de sécurité? Pourquoi est-ce que, finalement, malgré les annonces des bailleurs de fonds, on n'arrive pas à engager sur place, je dirais, des actions de développement concrètes qui sont perçues par tous? Et comment on remet en cause nos façons de faire pour mieux répondre aux besoins de la population? Donc nous, on a des idées là-dessus. On pense que les critiques portées par les paysans, par les villageois qui voient ces difficultés sont des critiques tout à fait légitimes. Les États sont très souvent mal gérés. Les corruptions sont dénoncées par chaque nouvel élu, par exemple, comme c'est le cas du président Bazoum. Les mauvaises habitudes sont très difficiles à renverser. Et quand vous avez des bailleurs de fonds qui se disent « j'ai le choix entre décaisser, mais risquer un vrai détournement », et ne pas décaisser l'argent, ils préfèrent ne pas décaisser. Oui. Bien souvent, c'est ça qui se pose. Mais pour en revenir à la sécurité, pourquoi est-ce que ça fait défaut? Pourquoi ça fait défaut? D'abord, on est sur des cycles politiques extrêmement longs, de long terme, qui sont liés, je veux dire très concrètement, à la radicalisation. Il faut bien voir, par exemple, que dans des pays ou dans des zones qui sont très fragilisées, comme la zone des trois frontières du côté nigérien, Tillabéri ou la zone de Difa, 90% de la scolarisation aujourd'hui est dans des médersas où on n'apprend que le Coran, avec aucune perspective, je dirais, d'intégration économique et sociale. Et où, effectivement, quelque part, cette espèce de faillite du service public qui est liée à des années de sous-investissement et de mauvaise gestion génère une forme de perméabilité à des solutions pour survivre, qui sont le terrorisme ou les trafics, mais aussi à une perméabilité idéologique. Donc ça, c'est absolument une catastrophe. Donc voilà, on a quand même un terreau, en plus un terreau d'affrontement interethnique. Je dirais, la situation des Peuls, par exemple, dans la région, est un petit peu assimilée pour certains ethnies à celle des Roms, par exemple en Europe, où certaines catégories de la population sont stigmatisées. Donc
il y a des fondamentaux de fragilité. Et puis il y a autre chose, probablement, c'est aujourd'hui une incapacité des États à assumer leurs fonctions, je dirais, de sécurité de l'espace public. Et là, la France a peut-être une part de responsabilité. Je m'explique. Nous sommes venus à Serval en 2012 dans le cadre d'un combat contre des terroristes. Nous sommes restés à la demande des pays du secteur pour combattre le terrorisme. Mais finalement, nous nous sommes pris dans un piège selon lequel la France étant présente, elle peut tout, et donc c'est à elle, in fine, d'assurer l'ordre public sur 5 millions ou 7 millions de kilomètres carrés. C'était juste totalement impossible. C'est impossible. Et donc, avoir laissé croire que nous pouvions finalement, du côté des États, ne pas s'impliquer réellement dans, je dirais, la lutte contre le terrorisme, mais laisser la France et ses partenaires de Barkhane, puisque les Allemands sont présents, les Américains sont présents, faire ce travail d'ordre public, c'était un espèce de mirage qu'on a peut-être laissé prospérer un peu trop longtemps. Et donc là, c'est vrai qu'au moment où on dit et c'est le cas depuis un an, on a changé de pratique et de doctrine, on réduit Barkhane, on demande aux partenaires de prendre plus en charge la sécurité publique, on est toujours extrêmement présent sur 3 dimensions, mais 3 dimensions seulement. C'est, en gros, la lutte antiterroriste vers des cibles, en gros, ce qu'on appelle importantes, notamment les têtes de réseau État islamique et Al-Qaïda, pour simplifier. Deuxièmement, c'est l'appui aérien, parce que là, effectivement, il n'y a pas d'appui aérien sur place. Et troisièmement, c'est la formation et le renforcement des capacités, mais pas l'ordre public. C'est ça l'évolution. Et cette évolution, elle a un seul but, en fait. C'est que les États soient bien, je dirais, responsabilisés, soient bien en charge sur leur champ de compétences, et que pour la population, on sait bien qui fait quoi. Ça va être difficile, ça va être compliqué. Il y a des États qui ont globalement bien embrayé sur cette démarche, c'est notamment le cas du Niger, qui comprend bien cette logique. Et puis, il y a des États comme le Mali qui l'interprètent d'une manière, à mon avis, un peu instrumentalisée, en disant, globalement, je suis un régime militaire, j'arrive avec une légitimité, je dirais, qui est liée à la fraîcheur de mon régime. Aujourd'hui, effectivement, j'instrumentalise cette décision connue et négociée entre la France et le Mali, en montrant, pour probablement alléger les contraintes de la communauté internationale qui pèse sur moi, notamment en tant que régime militaire. Donc, j'en profite pour effectivement montrer que je peux diversifier ma partenariat de sécurité puisque la France s'en va. Donc ça, c'est une manipulation sur laquelle il ne faut pas être dupe. Oui, dans laquelle les Russes sont intéressés et engagés. Oui. Quel est, à votre avis, le groupe terroriste le plus dangereux de tous ceux que vous avez cités ? Pour moi, réellement, on peut dire qu'ils sont de nature très différente. Quelque part, les fondamentaux d'Al-Qaïda, AQMI et tout, je ne cite pas les noms locaux, mais sont vraiment des fondamentaux qui sont liés, qui surfent en fait sur des revendications régionales, ethniques, historiques, d'autonomie, et où il y a probablement un agenda partagé possible avec, par exemple, des populations du Nord, des populations sahariennes qui pensent être quelque part les marginalisés des indépendances. Bon. Probablement que cette conjonction d'intérêts entre ces fondamentalistes et les populations concernées, je dirais, ne dure qu'un temps et au bout d'un moment, voilà. La question peut se poser de ce point de vue s'il y a des espaces de négociation, non pas avec les chefs en question les chefs d'Al-Qaïda, qui ont vraiment un projet nihiliste, mais avec ceux qui les soutiennent pour des raisons qui sont des raisons ethniques. Malgré tout, ils font des morts, ils font des massacres, etc. Et en face, du côté de Daesh, le projet, il est totalement différent. Il est réellement de détruire, je dirais, l'espace collectif, détruire les communautés pour généraliser un djihad mondial duquel sortira le califat. Oui, c'est une autre... Voilà, c'est une autre approche qui, à mon avis, les fait probablement, moins rejoindre
les préoccupations des communautés locales. Oui. Mais en tout état de cause, ces deux mouvements vivent sur une équation qui est assez simple, hein. Un jeune sans emploi, un jeune sans perspective, y compris matrimoniale et autres, un jeune à qui on offre une moto, une arme, et qui, par ce biais-là, récupère un statut, un revenu Bien sûr. et une perspective, je dirais, d'intégration, même si elle est conflictuelle, et en plus qui sublime sa virilité, par là même, ce jeune-là, parfois, il cède à la tentation. C'est-à-dire quelque part, les instruments de séduction sont souvent très peu idéologiques, sont vraiment très matériels. En tout cas, selon vous, si j'ai bien compris, Barkhane, sa modification n'entraînera pas automatiquement le départ de la France. La France veut rester. C'est pas un début de retrait. Alors d'abord, il faut bien voir que ni au Mali, ni au Niger, il n'y avait d'implantation militaire permanente avant 2013. Donc la France n'est pas là dans le cadre d'accords de défense qui prévoient des bases permanentes. Ce qui n'est pas le cas au Tchad, et ce qui n'est pas le cas au Sénégal, par exemple. Ce qui n'est pas le cas non plus. Voilà. Et donc, la France est là à la demande des pays. Donc, si un jour les pays ne souhaitent plus la présence de la France ne restera pas contre la vie de ces pays. Ça, c'est vraiment très clair. Aujourd'hui, personne n'a demandé de même le Mali ne demande pas. Hein. Même le Mali ne demande pas. Deuxièmement, la France elle-même n'a pas des moyens, je dirais, infinis. Et elle ne peut travailler que, quelque part, dans une situation de confiance avec le pays en question. Donc, si effectivement cette confiance, je dirais, reste entière, la question ne se pose pas. Si elle se pose pas, c'est-à-dire qu'il faut adapter l'outil au contexte de sécurité. Donc, ce que je disais tout à l'heure, par exemple, sur les 3 fonctions qui sont la lutte antiterroriste de haut niveau avec les forces spéciales Takuba, par exemple. Deuxièmement, l'appui aérien et troisièmement, la formation. Bon, ça ne nécessite pas d'être présent sur tout le territoire. Ça nécessite d'être présent, je dirais, ici ou là. Du point de vue du Mali, la France n'a pas annoncé son départ non plus. La France est dans une logique de partenariat. Elle fait tout ce qu'elle peut pour éviter Wagner, parce qu'elle pense que globalement, la conséquence de la présence de Wagner, quelque part, demandée aux Centrafricains, qui l'ont essayé depuis 3 ans, ils n'auraient résolu aucun problème, ils ont augmenté la conflictualité, les atteintes aux droits de l'homme et la précarisation des populations, et ils ont y compris décrédibilisé complètement l'armée nationale locale en Centrafrique. Et aujourd'hui, Wagner est plutôt perçu comme une menace pour l'intégrité nationale de la République centrafricaine que comme un appui. Alors je fais une petite parenthèse parce que j'ai posé la question au président Touadéra il y a 2 mois à peu près à propos de Wagner. Et il m'a répondu « Wagner, je ne connais pas, j'en ai jamais entendu parler ». Oui, donc en plus, c'est par moments pas assumé. Donc je pense qu'il faut assumer ces relations. Et moi, je n'ai qu'un message par rapport à cela, c'est que c'est facile de savoir quelles sont, je dirais, la lisibilité des différents partenaires. La France, elle est là depuis longtemps, depuis Serval. On connaît à la fois, je dirais, son comportement, ses contraintes, ses limites et ses capacités, mais Wagner, on les connaît très bien. Wagner est resté quelques semaines au Mozambique. C'était trop dur pour elle, elle en est repartie. Et aujourd'hui, Wagner en République centrafricaine, c'est simplement des massacres supplémentaires dans les populations civiles. Voilà. Donc pour nous, les Maliens sont quelque part décisionnaires in fine. Je ne suis pas sûr que la décision des Maliens puisse toujours s'assimiler à la décision du pouvoir militaire en place. Le pouvoir militaire en place, il a aujourd'hui dans ses mains une capacité à gérer la transition de façon responsable, d'une façon démocratique, d'une façon qui permette de garder, je dirais, le support international financier, budgétaire, politique et militaire. Il peut faire aussi un choix alternatif. Je pense que s'il fait ce choix alternatif, ce n'est pas pour le bien des Maliens, c'est pour le bien de la junte. Alors malheureusement, le temps nous manque pour parler de votre circonscription, mais je vous propose de revenir, si vous en avez le temps, si la campagne électorale qui va commencer vous en laisse le temps, lorsque vous reviendrez du Niger, de nous en parler, et comme ça on pourra aussi parler, parce que c'est quand même très intéressant de voir tout ce qui se passe dans le monde politique en France avant l'élection présidentielle de l'année prochaine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci. Merci d'avoir suivi cette émission et à la semaine prochaine.